Bonjour à tous, bienvenue, c'est 9h50 le matin en Bretagne. Alors ce matin, on vous emmène dans une émission iodée. Nous vous présenterons une association brestoise qui s'appelle les Enfants de l'Océan. Son rôle, c'est sensibiliser les plus jeunes à la préservation du littoral. Son président Franck Daouben et Johan Couteau, réalisateurs, seront là pour nous en parler. Notre coup d'œil dans le rétro nous emmènera quant à lui en 1967, date du naufrage du Torrey Canyon, qui a malheureusement, 11 ans avant celui de l'Amoco, entamé la longue liste des marées noires sur les côtes bretonnes. Ce sera notre archive du jour. Nous partirons également ce matin à la découverte d'une pratique autour de laquelle il y a encore beaucoup de tabous et de préjugés. J'ai nommé l'hypnose, alors non pas l'hypnose spectacle, mais l'hypnose thérapeutique, l'hypnose qui soigne. Nous ferons le point dans quelques instants. Nous vous conterons aussi l'histoire d'une guitare pas tout à fait comme les autres. Elle s'appelle la Dissidente. On la doit au savoir-faire de 20 artisans un petit peu partout en France. Parmi eux, 3 Bretons. Et vous le verrez, c'est une œuvre unique mise en vente pour la bonne cause. Et puis nous vous ferons gagner vos places pour la foire de Rennes. Cette édition sera placée sous le signe de la Californie. Voilà pour le menu. Autant de bonnes raisons de rester avec nous. N'oubliez pas vos questions, vos réactions. On les attend sur la page Facebook de France 3 Bretagne où l'émission est diffusée en live. C'est votre émission, vous le savez, elle vous appartient. 9h50 le matin, vous prenez un bon petit café comme nous et on vous retrouve tout de suite. C'est parti. Bonjour à tous, bienvenue à vous, bienvenue en cette matinée. Bonjour à vous, chers amis chroniqueurs et invités. Bonjour Erwan, bonjour Bruno Dubos, bonjour Franck Daouben, bonjour Johan Couteau. Alors tous les deux, vous êtes apnéistes et c'est comme ça que vous vous êtes connus en fait. Racontez-nous un petit peu cette rencontre sur la pointe finistérienne. C'est ça, on s'est rencontrés au bord de l'eau, au bord d'un bassin. Et puis comme les affinités étaient très très bonnes, on a décidé de monter quelques projets ensemble. Quelques-uns, oui. C'était le début d'une longue série. C'est comme ça que vous avez créé l'association Les Enfants de l'Océan. Vous en êtes le président, Franck Daouben. L'idée, c'est quoi? C'est de préserver ces petites bêtes-là? C'est ça, l'idée, c'est de sensibiliser les enfants à la préservation des océans. Des océans. Alors, on va voir de quelle belle façon. La chronique qui suit va vous intéresser certainement. Erwan Le Gall, je me tourne vers vous. On va plonger dans les archives de l'INA. Mais alors, il y a quelques jours, nous avons commémoré le 40e anniversaire de la marée noire de l'Amoco Cadiz. Triste anniversaire. Et cette catastrophe, elle a souvent été présentée comme une rupture, comme un événement ayant tout changé. Alors, vous allez nous montrer pourquoi. Oui. Elle a tout changé, justement. Et puis, on va remettre un petit peu en perspective, justement, parce que je pense que c'est toujours la différence entre histoire et mémoire, et c'est pas par esprit de contradiction, mais on a décidé de vous parler du Torrey Canyon aujourd'hui, ne serait-ce que parce que les images de l'Amoco Cadiz, on les a vues à propos de cet anniversaire, et donc on a essayé de changer. Donc on va voir ça avec une archive, je pense, particulièrement intéressante. Allez, c'était en 1967, on se retrouve juste après. Est-ce la première fois qu'un bateau de plus de 100 000 tonnes prend la passe de Carling? Ce n'est pas la première fois qu'un pétrolier de plus de 100 000 tonnes entre en Manche, ni se dirige vers les ports anglais, car dès l'an dernier, il est arrivé au Havre des navires de plus de 100 000 tonnes. Et c'était normal qu'il soit en pilotage automatique? Mon Dieu, en marin, je vous répondrai oui. Et pourquoi? Parce que le pilotage automatique n'a rien de mystérieux. Le pilotage automatique est un des plus vieux automatismes qu'il soit en service à bord des navires de commerce. Il l'était il y a 30 ans. Et que d'autre part, pour passer du pilotage automatique au pilotage manuel, il faut environ un quart de seconde. Encore faut-il qu'il y ait auprès de la barre à gouverner un marin apte à l'utiliser. Pourquoi le capitaine a pris une route qui était dangereuse, qui est indiquée sur les cartes, et pourquoi il n'a pas tenu compte des signaux qui lui étaient envoyés par le bateau phare et a lancé son bateau sur des récifs comme ça. On m'a dit que le bateau-feu avait envoyé des signaux, adressé des signaux d'avion, que des pêcheurs de Douarnenez ou d'Audiane, et même d'ailleurs, lui ont envoyé des fusées en lui disant que s'il continuait comme ça, il allait se démolir sur les cailloux. Il n'en a pas tenu compte. Alors, ceci me fait penser une chose, c'est que le temps était clair, qu'il n'y avait pas de brume. Comment se fait-il que personne sur ce grand navire n'ait vu les signaux?
Alors, comment se fait-il que personne sur ce grand navire n'ait vu les signaux? Qui est cet homme? Alors cet homme, c'est un sacré loup de mer, hein, vous pouvez le constater. L'image est très intéressante de ce point de vue-là. C'est le commandant Hamon, c'est un officier de la marine marchande et il est interviewé à ce titre pour son expertise dans le domaine maritime à la suite du naufrage du Torrey Canyon qui sombre au large des îles Scilly, au large de la Cornouaille anglaise et qui va disperser 100 000 tonnes de brut qui vont descendre vers le sud et, pour faire simple, entre Paimpol et Saint-Paul-de-Léon. Et donc ça va être la première grosse marée noire en Bretagne Nord. Donc, de ce point de vue-là, la Moko Cadiz, c'est malheureusement pas une première. Le Torrey Canyon n'est même pas la première marée noire, une dans les années 50 en basse Californie. Donc aux États-Unis, sur la côte pacifique. Et on se rappelle, bien évidemment, 1999, l'Erika. Donc la Moko, de ce point de vue-là, n'est absolument pas un tournant. Alors, mais à chaque fois, il y a bien une responsabilité humaine, celle de navires qui évoluent trop près des côtes, quand même. Oui, effectivement, et c'est là, encore une fois, la différence entre le Torrey Canyon et la Moko. Le Torrey Canyon ne va pas changer grand-chose de ce point de vue-là, alors que la Moko Cadiz va entraîner une modification du tracé du rail de Ouessant, cette espèce de gigantesque autoroute maritime qui organise justement le trafic dans la Manche, avec en porte finale le port de Rotterdam, qui est l'un des plus importants au monde. Néanmoins, il y a un point sur lequel il faut insister, c'est la responsabilité juridique. Et on l'entend là sur cette archive. Alphonse Arzel, qui est le maire de Port-Salle, au lendemain de la Moko Cadiz, il dit il faudra payer cette fois-ci, parce que la fois d'avant, le Torrey Canyon, c'était pas le cas. Il y a un vide juridique, le droit maritime international est extrêmement abscon. Bien évidemment, les grandes multinationales, tant les pétroliers que les armateurs, profitent de ce vide et arrivent à s'en sortir sans trop de problèmes. Alors on peut presque dire que c'est le revers positif de la médaille de la Moko, finalement, qui, elle, vraiment a changé. A tout changé. De ce point de vue-là, oui, effectivement, grâce à la ténacité, encore une fois plus, d'Alphonse Arzel. Maintenant, moi, je ne savais pas qu'on aurait des éminents plongeurs parmi nous. Moi, vous êtes plongeur, je suis juste un plongeur de loisirs et j'ai eu l'occasion, il y a quelques années, j'étais svelte à l'époque, de plonger sur la Moko Cadiz. Et quand on va sur une épave, on est toujours super content parce qu'en général, c'est bourré de vie. Et donc, il y a un côté revanche, c'est un beau symbole, surtout quand on va plonger dans les bateaux de guerre, qui sont des éléments de mort. Bon, là, on voit plein de vie, il y a des poissons, il y a des algues. Bref, sur la Moko, c'est pas ça. La Moko, elle est en plein courant, c'est une épave qui est bruyante. L'eau qui pousse martèle les tôles et les poissons sont comme nous, ils n'aiment pas le bruit. Et donc l'épave, elle est immense, elle est gigantesque, mais elle est vide. C'est tout un symbole. Elle est morte. Triste symbole. Vraiment. Merci, Erwan, de nous avoir éclairé cette archive. Franck, Johan, vous avez déjà plongé sur une épave comme celle de la Moko? C'est chez nous, hein. Donc, bien sûr. Et vous avez constaté ce vide de vie? Exactement, ouais. On a plongé même cette année encore, là, on y était avec le club de la Berbrac et on se rend compte qu'il y a très très peu de vie sur ce bateau. Terrible constat. Ouais. Et vous êtes là justement pour faire un peu changer les choses. Le défi reste immense pour la préservation de nos côtes. On l'évoquera tout à l'heure avec votre association Les Enfants de l'Océan. Alors puisqu'on parle de défis, vous savez, nous lançons chaque semaine un défi à notre ami Billy. Et bien cette semaine, on lui a proposé de repasser son permis. Alors vous allez voir, c'est pas si évident. Bonjour Billy. On vous a lancé un sacré défi quand même. Bonjour Laurence. Eh bien du coup, ce matin, je vais relever le défi que vous m'avez lancé. Et donc, ce matin, je vais repasser le code de la route et le permis de conduire. Bonjour Morgane. Bonjour. Alors Morgane est donc monitrice auto-école et donc ce matin, va surveiller mon travail et savoir si je vais réavoir mon code et mon permis de conduire. Donc attention, on est bien d'accord, c'est du faux, j'ai bien mon permis et là, on est juste là pour pouvoir valider mes compétences ou pas. Donc, on est parti pour ces 40 questions de ce matin. Allez, c'est parti. Je circule à 80 km/h, j'accélère. Oui. Réponse A. Là, c'est un rond-point. Non. Tac, tac. Réponse B. Non, je dirais non. Je circule sur une route. Départementale. Réponse A. Alors, là, National. le panneau est vert. Réponse B. Donc, si c'est vert, on part. À et grande là... circulation. Réponse C. Donc, je dirais qu'on est sur une route départementale quand même, parce que c'est pas parce que... Ah, je sais pas. Ah, je dirais, allez, on va mettre national pour être... Mais bon, là, j'avoue, c'est dû un peu au pif. Sur ce coup-là, je sais pas, parce que c'est la direction aussi.
L'étiquette énergie relative aux pneus permet de les choisir selon la sécurité, réponse A. Le bruit du roulement, réponse B. La consommation de carburant, réponse C. Je dirais La pression consommation de maximale, carburant. réponse D. J'y connais rien, moi, au pneu. Qu'est-ce que tu veux? Je vais voir le mécano et c'est lui qui me fait le pneu, hein. Si c'est... En sortant de Puy-en-Médoc, la route perd Ah son ouais. caractère prioritaire. Oh, ce panneau-là, ça veut Oui. dire quoi? Réponse A. Ah, je crois que... Non. Réponse B. Non, justement. Regarde le caractère prioritaire, je crois que c'est ça. Quand c'est ça, ça veut dire que c'est priorité sur la route principale, mais pas... Oh là, tourne à Question gauche. 40. Je m'engage. Alors, Je tourne à gauche, je m'engage. alors devant, Oui. Réponse on n'a A. rien. Derrière, Non. on n'a rien. Réponse B. Je tourne à gauche, je m'engage. Bah oui. Sauf si l'autre, il arrive un petit peu trop vite en face. Ça, on le voit pas. Alors, je tourne à gauche, je m'engage. Oui. Alors, est-ce que j'ai mon code ou pas? Ça a été long. Alors, à ton avis, est-ce que tu as ton code? Je pense avoir fait quand même pas mal d'erreurs. Ouais. Là, c'est compliqué. Non, c'est un petit peu tordu quand même, les questions. Tordu, mais en fait, parce qu'en fait, tu ne regardes pas assez les images, et tu lis pas suffisamment les questions. D'accord. Plein d'endroits, en fait, où tu t'es trompé parce qu'en fait, tu as été trop vite. Bon, alors, combien tu penses avoir fait de fautes? Honnêtement, Ouais. je pense que j'ai fait, Laurence, au moins 10 fautes. Sur 40, je pense au moins en avoir fait 10. Moi, je pense que tu en as fait au moins 15. 15 fautes. Alors du coup, je n'ai pas mon code de la route ce matin. Du Parce qu'il faut savoir, c'est combien de fautes? Combien de fautes il faut faire? Avant d'accélérer, Moi, je dirais... il faut prendre en compte Ah, elle me redonne une deuxième chance. Ouais, mais non, t'as Moi, pas je de deuxième crois chance. qu'aujourd'hui, pour avoir le code, il faut 5 fautes. Ah. Maximum. Ouais, Et c'est ça? ouais. Et donc là, effectivement, c'est mort. Bon. Eh bien, écoutez, Laurence, pour le code de la route, il va falloir que je reprenne quelques cours. Parce que là, ce matin, en compagnie de Morgane, eh ben, je n'ai pas mon code de la route. Alors, j'ai pas fait grand-chose, hein. C'est surtout toi. Hein. Non. Enfin, t'as pas fait grand-chose non plus, remarque. C'est hein. vrai. Ouais. Effectivement, j'ai pas fait grand-chose, je te remercie. Donc là, maintenant, on va passer à la pratique. Donc, je vais aller au volant. Et au volant, attention, parce que moi, je suis Michael Schumacher, donc je me débrouille sans problème. Ouais, enfin, Michael Schumacher, je suis pas sûre que ça soit le bon exemple non plus. Ouais, hein. c'est vrai. Ouais. Donc, à tout à l'heure, Laurence, au volant de la Formule 1, on va voir ce que ça donne. Dites-moi, Michael Schumacher, il va falloir bosser encore un petit peu. Hein. Ça suscite des réactions sur le plateau. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait, nous tous, là, l'avoir à nouveau, ce code? Pas évident, hein? Non. Bon, bah, vous, c'est Ouais, clair. ouais, vous dites c'est non. clair. Voilà. Vous avez. vous Oui, avez j'ai testé là retenté. dernièrement là, et avec ma grande qui passe son permis. Et Non, bah, je l'ai pas. Bon, ok. On est tous des dangers de la route si on regarde bien. Erwan, vous avez tenté de le pas mieux. le repasser. Bruno, pareil? Non. Non. En fait, non. Non. Je l'aurais pas, c'est sûr. Moi, j'ai dit oui, comme ça. Ouais, quand même qu'il y en a un qui relève un peu le niveau. Bravo. Bon, allez, on retrouvera l'ami Billy tout à l'heure. Vous allez voir pour l'épreuve de conduite. Et ça vaut aussi son pesant de cacahuètes. Allez, Franck Daouben, Johan Couteau, vous avez créé l'association Les Enfants de l'Océan à Brest en 2015, Franck. L'idée de départ, c'était quoi? Et ben en fait, c'était à chaque fois qu'on partait en voyage, on ramenait de belles images, parce que Johan, c'est son métier et il sait le faire. Et on les présentait dans les écoles. Et puis chaque fois, on avait la même question qui nous revenait, est-ce qu'on peut venir avec vous? Alors, ça me semblait un petit peu inconcevable au début. Et puis en s'entourant de bonnes personnes, le projet de Açores 2017 est né. Alors, vous êtes d'abord parti en Antarctique en 2013, c'est ça? Ouais. Et puis, il y a eu cette expérience islandaise en 2015, une immersion en apnée, ce qui était quand même une sacrée aventure. Vous avez fait, vous, un court-métrage, Johan, Oui. dessus, sur cette... On en voit d'ailleurs des images. Une sorte de carnet de voyage, quoi. Oui, c'est ça, ouais. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette expérience-là? La création d'un groupe. C'était vraiment là. En fait, moi, j'avais demandé à quelques amis de me rejoindre pour cette expérience-là. Des gens avec qui j'avais hiverné au Kerguelen et puis d'autres de la région de Brest. Chacun avec ses compétences. On avait un pompier volontaire au cas où il y a un souci, des photographes, Johan, réalisateur. Donc voilà, vraiment des gens avec des compétences particulières qui pouvaient amener leur petite touche, mais tous apnéistes. C'était le point de C'était la départ. condition Ouais. sine qua non. Pas évident quand même dans des eaux glacées comme ça. Entre 0 et 2. Hein. Ah ouais, bonne moyenne, Ouais. c'est pas mal. On s'équipe bien et puis Ben voilà, ça suffit, ouais. ça peut marcher. Et puis Alors- l'adrénaline fait qu'on se réchauffe vite. Ouais, Ouais. on imagine. Vous avez changé de destination l'année suivante, mais pas au hasard. Pourquoi vous avez choisi de partir aux Açores? Et ben en 2013, quand je suis parti en Antarctique, c'était avec Fred Buell, qui habite aux Açores et qui m'avait vanté à l'époque voilà, le spot. C'est le meilleur spot d'Europe pour voir des grands mammifères. Ah oui, et pourquoi?
Parce que c'est un archipel qui remonte des fonds de l'océan. On a 2000 mètres de fond très très proche des côtes, des îles. Donc voilà, c'est un lieu de passage. Et donc là, on pouvait voir tous les grands mammifères marins. Et alors là, vous avez monté ce projet avec des enfants. Ça y est, enfin, depuis le temps qu'ils vous demandaient de venir avec vous, et ben, ça s'est fait. Ouais. Ça s'est fait. Alors, ça s'est fait parce qu'il y avait des personnes autour de moi qui... Enfin, c'est vraiment un groupe, encore une fois, qui a permis que ça se fasse, que ça se réalise. Voilà, vous lancez l'idée, je voudrais amener des gamins aux Açores, les mettre à l'eau en pleine mer, qui me suit. Et puis là, il y a un groupe qui dit, oui, sans problème, on te suit. Et il s'est constitué d'une façon très égalitaire, parce que vous ne vouliez pas qu'il y ait... Oui, pour les enfants, qu'il y ait une discrimination. C'est ça, je voulais pas. Alors ça, c'était mon côté un petit peu perso. Je voulais surtout pas qu'il y ait un élitiste dans la sélection. C'est-à-dire un élitisme, pardon, pour vraiment que les gamins ne soient pas pris parce qu'ils n'étaient pas bons. Donc c'était assez compliqué. Parce qu'ils voulaient tous venir, bien sûr. Oui, bien sûr. Ouais. Vous avez finalement choisi ceux qui étaient vraiment les plus passionnés, quoi, c'est ça? Oui, alors le premier cercle d'enfants a été, j'ai lancé au sein encore de ce collectif d'apnéistes, j'ai dit, voilà, le projet, est-ce que vous avez des enfants à me présenter qui colleraient, qui soient aquatiques, qui n'aient pas peur de se jeter en pleine mer d'un bateau, et puis qui soient intéressés par la mer. Et voilà, on m'a présenté quelques enfants. Et à ces enfants-là, on leur a demandé de choisir un copain qui soit comme eux, pour qu'ils ne soient pas perdus quand on partirait aux Açores. Alors ça s'est passé en avril 2017, vous êtes parti avec une quinzaine d'enfants. Ouais. Et vous, pour la préparation de ce voyage, Johan Couteau, vous avez suivi un enfant en particulier, il s'appelle Simon. Comment vous l'avez rencontré, cet enfant? Quelle a été cette première rencontre? Alors, Simon a été au départ choisi un petit peu au hasard sur quelques pistes en discutant avec Franck. J'avais défini que je voulais suivre en particulier un des enfants. Et en discutant un petit peu avec Franck, voilà, à savoir qu'il m'a parlé de Simon, qui était le copain aussi de Mélène, du coup, le garçon de Franck. Et voilà, on en a parlé, je pense, avec ses parents et qui m'ont proposé de passer les voir. Et la première rencontre a été assez formidable parce que ce petit garçon a couru vers moi avec le sourire, voilà, plein de curiosité en fait, sachant que je venais potentiellement pour le filmer. Donc voilà, c'était déjà très positif au départ et les parents étaient aussi très positifs, quoi. Ils ont accueilli Alors, ça ma a démarche. Donné, un documentaire, hein, ça s'appelle Simon et le grand cachalot. Ce petit bonhomme, il a 9 ans, il vit à Port-Salle. Eh bien écoutez, on va le découvrir, vous allez voir, il est étonnant. Ah voilà, là on voit mieux. Oh, on voit mes optimistes. Papa, il arrive à voir notre maison de là. Moi, je la vois pas. Depuis chez moi, je peux aller partout à pied. Je peux même aller à l'école à pied et des fois, je rentre en skate et en trottinette. L'école, elle est juste derrière l'église. Un peu plus bas sur le port, il y a le poissonnier. En face, le café Récif. Après, plus loin, il y a le môle, l'ancre de la Moco Cadiz. Plus loin, la plage de Cardéniel où je vais pêcher. Et avant le môle, il y a aussi le centre nautique. C'est là où je fais de l'optimisme depuis 6 ans. Allez, on va chercher les 5 francs et des rives. C'est écrit quoi là? Marie, VM, basse. C'est quoi? Basse marée, basse mer. Basse mer. Je veux pas vous voir dans l'eau, les gars. Si je vois un pied mouillé, allez, on me remonte ça. Avec Mélène, on aime bien quand il y a plein de vent et des énormes vagues. Mélène, c'est un de mes meilleurs copains parce que je le connais depuis très longtemps. Incroyable, petit Simon. Il a un rapport à la mer assez étonnant, en fait. Il semble très à l'aise, mais il est quand même extrêmement humble vis-à-vis de la mer. C'était facile de l'interroger, justement, sur son sentiment vis-à-vis de l'océan?
Alors, facile de l'interroger, pas forcément, parce que les enfants, ils parlent pas facilement comme ça de ce qu'ils ressentent. Ils sont très factuels, généralement, quand ils parlent, quand on leur demande leur avis sur quelque chose, voilà, ils vont décrire facilement les choses. Mais j'ai passé beaucoup de temps avec Simon. Enfin, j'ai pris le temps de passer vraiment du temps avec lui, en dehors même du projet, pour le film, pour apprendre à le découvrir, pour moi aussi prendre mes marques avec lui. Et le fait est qu'en passant du temps comme ça, dans son univers, parce qu'on voit vraiment que voilà, c'est son univers, il est humble parce que pour lui, c'est juste évident, quoi. C'est son environnement. Et par contre, voilà, pour pouvoir discuter avec lui de tout ça, fallait le suivre, fallait marcher avec lui. Et, ah oui, il racontait moins. Non, voilà. Dès que j'ai voulu un petit peu me poser avec lui en disant, voilà, on va discuter un petit peu, tu vas me raconter un peu le projet, ce que tu ressens, ton univers, tout ça. Dès qu'on commençait à s'asseoir, forcément, là, comme je disais, ça devient plus factuel, je fais ci, je fais ça, mais c'était moins simple, du coup. Ouais, c'était c'est à la mode d'être en marche, vous savez bien. Est-ce qu'ils se sentent ambassadeurs aujourd'hui, ces enfants qui sont partis comme ça avec vous aux Açores, justement pour découvrir ces mammifères marins? Aujourd'hui, ils sont... Ouais, alors je pense pas qu'ils se sentent ambassadeurs. Enfin, ils savent qu'ils ont un truc à faire, mais on voulait pas leur mettre cette pression-là de bon, voilà, ça y est, maintenant, à vous de jouer. On va pas les transformer du jour au lendemain. Par contre, on a semé plein de petites graines et là, déjà, ça commence à pousser. On a Maïane, une des filles du projet, là, qui s'est baladée un dimanche, qui a vu beaucoup de choses sur les dunes et sur la plage et que le samedi suivant, elle organisait une collecte des déchets sur les plages. Donc déjà, ils sont très acteurs, finalement. Oui, ils sont déjà très acteurs. Cela, c'est du concret. Et puis après, sur la réflexion, Anaïs nous a parlé... Au retour de ce voyage, on a organisé une conférence avec les enfants où chaque enfant avait un point à développer. Et Anaïs, c'était sur la destruction des espèces des mammifères marins. Et donc elle nous a parlé de la pêche, de la chasse, mais seulement elle nous a dit ça, c'est que quelques pays encore à l'heure actuelle. Actuellement, ce qui tue le plus les mammifères marins, c'est la pollution. Donc ce n'est pas que les pays où la chasse est autorisée, nous sommes tous responsables de cette pollution. Ouais. Simon, qu'est-ce qu'il vous a dit quand il est revenu du voyage ? Alors, Simon, il était très excité au moment du retour, mais par contre, après, il y a eu une sorte de retour au calme. Ah oui. Voilà, c'était retour au pays, donc il a fallu un petit temps, je pense aussi, pour digérer tout ça. Ouais. Et après, on a repris le temps justement pour le film. Il est revenu avec moi pour enregistrer la voix off. Et là, voilà, mais quelques temps après, on a réévoqué tout ça. Et voilà, il y a des souvenirs qui remontaient. Mais il y a aussi il en garde un souvenir très positif, quoi. Mais il y a aussi un esprit de groupe qui s'est fait avec ses camarades. En fait, il y a beaucoup ça qui ressort aussi. Ils sont très soudés. Tous ces enfants-là. D'ailleurs, vous allez refaire un nouveau projet, on l'évoquera tout à l'heure un peu plus tard dans cette émission, et on aura également le témoignage d'Anne-Héloïse qui est également partie sur ce projet Açores 2017, on l'évoquera tout à l'heure. Nous avons sur notre page Facebook des petits coucous, on nous suit de loin, on nous suit Brigitte Pile nous dit bonjour de Belgique, Giovanni Nena nous dit bonjour de l'Italie. Alors vous voyez, c'est le moment de passer des messages un petit peu partout en Europe. On va maintenant parler de l'hypnose, docteur Bruno Dubos. Vous êtes médecin psychiatre, psychothérapeute, et dans votre boîte à outils, pour aider vos patients, vous utilisez l'hypnose. Exact. Ça intrigue beaucoup, il y a plein d'idées reçues sur ce sujet-là, des tabous, des préjugés. Énormément. Alors, donc ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit dans les spectacles. C'est pas du tout la même chose. Vous n'allez pas nous allonger sur une table et nous faire voler comme ça, non? Non. Maintenant, l'hypnose de spectacle a toujours fréquenté l'hypnose thérapeutique. Les liens ont toujours été un peu flous. Dès qu'il y a eu des hypnothérapeutes, il y a eu des hypnotiseurs de spectacle. Maintenant, ça n'a strictement rien à voir pour trois raisons. La première, elle tient à ce qu'on appelle la suggestibilité, c'est-à-dire la capacité qu'a quelqu'un de recevoir des suggestions hypnotiques. Ça veut dire qu'on n'est pas tous réceptifs. Alors, si, à ça ? justement. Si. Dans l'hypnose de spectacle, et on pourra en reparler peut-être, mais dans l'hypnose de spectacle, il y a les hypnotiseurs testent les sujets. Et on considère, il y a eu des études qui montrent que ça représente peut-être 15-20% de la population qui peut répondre à ce genre d'outils, ce qui est quand même très restrictif. Le deuxième élément, c'est une notion auquel nous, en hypnothérapeute, on est très attachés, c'est la notion de pouvoir. C'est-à-dire que l'hypnotiseur a du pouvoir.
sur peur, ce que vous dites. voilà, l'hypnotiseur de spectacle a du pouvoir spectacle, sur le sujet qu'il va hypnotiser. Nous, en tant qu'hypnothérapeute, le pouvoir, c'est le patient qui l'a. Ah, c'est intéressant. Alors, ça veut dire que ça n'a rien à... Est-ce que ça a quelque chose à voir avec une pratique dont on parle beaucoup en ce moment, c'est le mindfulness, la pleine conscience? Alors, c'est différent, ça. C'est différent. C'est différent d'un point de vue physiologique, parce qu'on sait aujourd'hui, notamment dans l'analyse des ondes cérébrales, que les ondes cérébrales qui sont mobilisées dans le mindfulness et dans le processus hypnotique sont différentes. Donc c'est un processus différent, même s'il prend appui sur quelque chose qui est naturel, qui est la possibilité de se centrer sur ses sensations, sur le corporel. Et là, effectivement, le mindfulness, ces techniques de méditation qui sont de plus en plus développées, s'appuient là-dessus. Maintenant, l'état hypnotique, c'est différent dans le sens où, au-delà du fait de se centrer sur ses sensations, on va aller aussi convoquer ou mobiliser à l'intérieur des choses qui sont d'ordre psychologique, d'ordre émotionnel, dans le cadre de la relation, qui sont quand même très différentes du mindfulness. D'accord. Donc, à vous entendre, si on comprend bien, l'hypnose a sa place à l'hôpital et dans les cabinets médicaux. Oui. Concrètement, on va être très concret. Comment ça marche et comment se passe une séance, par exemple? Alors, c'est assez simple. En fait, une séance, c'est avant tout une relation. Donc, l'hypnothérapeute crée une relation avec son patient, qui est une relation de coopération. C'est-à-dire qu'on a chacun un travail à faire. L'hypnothérapeute a un travail d'aider le patient à aller trouver ses ressources, et le patient a comme travail de mobiliser ses ressources. D'accord. Et donc on est en coopération sur un objectif commun, qui peut être la résolution d'un problème, qui peut être la diminution d'une douleur, qui peut être un changement de vie, qui peut être tout un tas de choses. Donc vous identifiez quelque chose de très précis? Alors oui, c'est-à-dire que une séance se passe toujours de la façon suivante, c'est que le thérapeute, l'hypnothérapeute doit faire une espèce d'évaluation du potentiel de son patient, parce qu'on a tous un potentiel extraordinaire, et souvent dans les situations difficiles, on ne le mobilise pas ou on ne le mobilise plus. Mais il existe. Donc c'est pour ça que je parlais de pouvoir tout à l'heure. Le pouvoir, c'est les gens qui l'ont. Et donc nous, notre travail, c'est de créer un contexte dans lequel l'hypnose va favoriser le fait que les gens reprennent contact avec ce pouvoir-là et ce potentiel. D'accord. Alors, quels sont les effets thérapeutiques précis de l'hypnose? Pour quel problème de santé peut-on y recourir? Est-ce que ça marche avec tout? Alors, on va considérer que le travail hypnotique tel que nous l'entendons, 95% de la population peut profiter de ces techniques et de cette philosophie de soins. Les indications sont très larges. Il y a des choses qui sont très médiatiques et qui ont été développées, l'hypnose dans les blocs opératoires, au cabinet dentaire, qui sont plus ce qu'on appelle de l'hypnoanalgésie, c'est-à-dire la capacité d'aider les gens à contrôler leur douleur. Mais il y a aussi tout un tas d'autres indications qui sont là, cette fois, des indications plus psychothérapeutiques. Je parle notamment au contexte de la douleur chronique, les dépressions, les syndromes anxieux, les problèmes de sommeil, les troubles de conduite alimentaire, et aussi des choses qui ne sont pas de l'ordre du soin en soi, qui sont tout le registre de la préparation des sportifs de haut niveau. C'est des choses qui se font de plus en plus. Enfin, moi, j'ai de plus en plus de demandes de sportifs qui viennent pour apprendre à mobiliser leurs ressources dans des moments particuliers qui sont liés à leur activité sportive. D'accord. Alors, j'ai envie de poser la question sur le plateau ce matin. L'hypnose, est-ce que vous y avez déjà eu recours? Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous seriez prêt à aller vous lancer dans cette démarche-là? Oui, bien sûr. On l'utilise en apnée. On l'utilisait. Ouais, on essaye de. Alors, on n'utilise peut-être pas forcément l'hypnose comme vous le voyez, mais tout ce qui se rapproche un petit peu de cela, via la respiration, la sophrologie et de l'auto-hypnose. Oui, tout à fait. En fait, ça se fait de manière naturelle. C'est un état naturel. C'est ça. L'hypnose est un état naturel. L'hypnose de spectacle ou l'hypnose de rue, non. Non. Voilà. Et j'en profite pour dire que c'est quand même globalement dangereux pour les gens. Oui, mais cet état-là est un état extraordinairement naturel, qu'effectivement, notre travail est d'aller le favoriser. Mais on peut il y a plein de contextes dans lesquels on peut le mobiliser seul. Ouais. Erwan, vous y avez déjà eu recours à l'hypnose? Non, mais je ne suis pas médecin, donc
J'ai aucun avis sur la question, parce que je ne suis pas compétent, donc voilà. Alors justement, vous parliez de médecin, Erwan. Comment trouver un bon professionnel pour se faire accompagner? Alors faire oui, attention, tout à fait. il faut C'est que- compliqué parce qu'il y a des tas de formations, Ouais. y compris des formations. Moi, je vois sur Internet des trucs, on devient maître praticien en hypnose en 3 jours. Ce Ça qui est pose quand même- question. Ça pose question, clairement. Et combien 3 jours et combien Oui, c'est ça. Ah, c'est très cher. Combien d'informations? C'est très cher. Non, il y a heureusement en France, mais même en Europe et au niveau mondial maintenant, des instituts qui forment des thérapeutes à l'hypnose. Il y a des cahiers des charges qui sont extrêmement précis, rigoureux, qui nécessitent un certain nombre d'heures de formation, de supervision, enfin un travail qui assure une légitimité aux praticiens qui l'utilisent. La majorité des instituts forment des professionnels du soin. Donc ça va effectivement d'une infirmière de bloc opératoire pour des techniques très spécifiques dans son champ de compétences, des psychologues, des psychiatres bien évidemment, des médecins généralistes, des médecins rhumatologues, etc. Et tous ces instituts-là ont une respectabilité liée à la façon dont ils travaillent. Et donc, pour trouver un thérapeute qui travaille avec ces outils-là en toute sécurité, il faut effectivement aller sur les sites des instituts de formation qui sont référencés. C'est essentiel, d'accord. Et c'est fondamental. Alors, je le rappelle, docteur Dubois, vous êtes psychiatre, psychothérapeute et vous êtes aussi formateur au sein d'Emergence, l'Institut de formation et de recherche en hypnose à Rennes. Donc, on a aussi des instituts ici chez nous. Ici, chez nous, oui, tout à fait. Voilà. Merci infiniment, merci Johan, merci Erwan. À suivre dans cette émission le témoignage, on l'a dit tout à l'heure, d'une des jeunes filles qui a participé à l'aventure aux Açores avec les enfants de l'océan. Et puis, nous vous parlerons de musique avec un projet soumis à financement participatif sur la plateforme Kengo. J'en profite pour vous donner quelques titres de l'actualité qui seront développés ce midi dans le journal d'Éric Pinault. Tilly Sapco en grande difficulté financière et puis 5 milliards pour dynamiser les centres des villes moyennes. 11 villes bretonnes vont profiter de ce plan national annoncé ce matin par la ministre de la Cohésion sociale. Ce sera l'invité du journal de ce midi. Nous vous faisons également gagner des places ce matin pour la foire de Rennes, puisqu'elle se tient jusqu'au 2 avril. Elle vous emmène cette année à la découverte de la Californie, avec une immersion au cœur de la ville de San Francisco. Alors si vous voulez vivre quelques heures à l'heure américaine, on vous fait gagner des invitations. Il suffit de nous envoyer un petit mail à l'adresse qui s'affiche sur votre écran, 9h50 le matin, .bretagne@francetv.fr. Que diriez-vous d'aller retrouver l'ami Billy pour son épreuve de conduite? Alors là, je peux vous dire, le Michael Schumacher, il va bien rigoler. Là, on le retrouve tout de suite. Billy, ça va? Ça se passe bien? Alors Laurence, écoutez, ça y est, donc j'ai passé mon code, je ne l'ai pas eu tout à l'heure, plus de 15 fautes, donc ça c'est pas bon du tout. Et donc maintenant, on va passer à l'épreuve pratique de ce faux permis de conduire avec Morgane, donc ma monitrice auto-école qui va donc me donner les consignes. Et donc maintenant, je vais repasser ce faux permis de conduire ce matin pour vous. Donc on est parti et à tout à l'heure alors. Allez, c'est parti. Alors, est-ce que tu es bien installé? Je suis parfait. Impeccable. Les tac-tac c'est mis, les rétros je suis nickel. On est bon. Et par contre le frein à main, tac, ça s'éteint tout seul? Alors, pied sur le frein, tu débrailles à fond C'est bon. tu tires vers toi, ça va t'enlever le frein à main. Voilà. Allez, on est parti. À tout à l'heure, Laurence. Hop, 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 pas de main à l'intérieur du volant, Oh monsieur là Billy. là. On commence bien, on commence bien. Ouais. Alors, il n'y a personne, c'est bon. Donc là, normalement, je devrais avoir l'habitude parce que ça fait pratiquement 19 ans que j'ai mon permis de conduire. Hein. D'accord, bon, impeccable alors. Donc je touche du bois, mais je n'ai pour l'instant jamais eu de... Alors, premier stop. Donc là, comme par hasard, on voit rien du tout. Mais normalement, je suis bon. Donc, hop là. Allez. Donc je me souviens qu'il fallait mettre les mains à 10h10. Ouais, alors plutôt 9h15 pour être vraiment 9h15. idéal. Mais bon, 9h15. allez. Nous, c'est 9h50 le matin. Ouais. Donc normalement... Alors, on va prendre à droite. À droite. Alors... Est-ce que tu as bien contrôlé avant de mettre ton clignotant? Non. Ouais, J'avoue, j'ai pas contrôlé du tout. Donc là, je suis pas bon. Je perds des points, Donc là, il y a un stop. Donc je m'arrête au stop, en toute logique. Alors par contre, quand tu t'arrêtes, on est d'accord qu'on ne s'arrête pas en première. Ah bon? On arrive en deuxième,
on s'arrête, on passe la première et ensuite on va Ah ouais. surveiller ce qui se passe. Moi, D'accord. je me suis toujours arrêté en première. Ouais, alors le risque évidemment c'est que, en fait finalement c'est que tu t'arrêtes pas au stop, c'est que tu fasses un petit stop glissé. Ah ouais. C'est ça le risque. Donc la deuxième, on s'arrête et Voilà. on passe la première. On passe la première, on vérifie ce qui se passe autour de nous et voilà. Au final, je me dis qu'on devrait tous repasser Ouais, comme ça. surveille. Ouais, ça serait bien. Alors, tous on va repasser le prendre permis. à gauche. Ok. Donc là, comment je fais pour savoir si c'est 30 ou 50? Il y avait des panneaux de marqués? J'ai pas vu. Comment on va faire J'ai là pas du regardé. coup Adapte, parce qu'il y a des ralentisseurs, donc qu'est-ce qu'il faut que tu fasses Ah, il faudrait que idéalement je ralentisse. Bah, Non mais ralentisseur, ralentir. là, vu qu'il n'y a personne, je me dis bon, je sais ce que j'ai droit. Non. Non. Et nous allons aller rentrer sur le parking du Prieuré. Alors, le parking du Prieuré, donc ce sera là, à gauche. Bon, il faut essayer que je ne cogne pas une voiture. Donc là, je vois toujours pas la voiture dans mon rétroviseur. Alors, on fait les manœuvres rétro ou on fait en vision directe? Ah, je sais pas. En vision directe? Ouais, ça peut être pas mal. C'est hein. mieux? Ouais. Donc bah là, si je la vois, c'est bien, comme il faut. Tac, tac. Hop, 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 on s'arrête. Alors là, je suis pas Ouais. rentré dans la voiture, mais j'étais pas Ouais. loin. Donc là, je redresse et je refais ma marche arrière. Tac, tac. Alors, hop. Non, en fait, j'ai une pression alors que normalement, j'aurais réussi ça très très bien. Mais ça m'étonne pas. Donc j'essaye de mettre ça bien droit à peu près. Parce que là, sinon, tac, tac. Et vous avez pas, il n'y a pas les petits bip Non, bip ah non. et la caméra de recul, Non tout plus, ça. on est à l'ancienne. Ah ouais. Donc là, bah écoutez, je pense que je suis pas mal là. On va s'arrêter parce qu'il y a des arbres derrière. Ouais. Et voilà. Ok, on va Donc, immobiliser. J'éteins, non, j'immobilise. Ouais, on va Donc peut-être là, mettre le frein à main. Voilà. et je mets le frein. Donc du coup, bah, est-ce que j'ai mon permis ou pas? Est-ce qu'il est validé Morgane, ce Ouais, il n'y matin a pas eu de faute, il y a pas eu de faute majeure, d'accord. Bon. Après, au niveau des vitesses, c'est pas hyper de savoir si tu es dans des zones 30, limité à 50. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de panneaux, hein, c'est pour ça aussi, hein, ça ne m'aide pas quoi. Soit, mais on voit bien quand même que c'est pas t'es pas hyper rigoureux. Hein. Bon, j'ai pas Ouais. fait très très attention à tout ça. Mais au final, je l'ai quand même. Ouais, allez. Donc c'est bon, j'ai revalidé. Alors, le code de la route, je ne l'ai pas eu. J'ai revalidé mon permis, la conduite. Mais maintenant, il nous reste une troisième épreuve. C'est mettre les mains dans le cambouis. Ouais. Donc, eh ben, on va aller, tout à l'heure, on se retrouvera à Laurence pour faire vraiment la partie technique. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Des questions, des vérifications. Bon, vérification. Donc là, le moteur, c'est ma partie. Allez, à tout à l'heure, Laurence. Tout à l'heure. Alors bien sûr, Billy, on l'a compris, tout est de la faute des panneaux. Hein, ouais, on a retenu. Allez, vous mettrez les mains dans le cambouis dans quelques instants. Anne-Héloïse Legui, Gilda Vaugrenard et Sébastien Cuff nous ont rejoints sur ce plateau. Bonjour Anne-Héloïse. Bonjour. Tu vas bien? Oui. Bon, tu nous as rejoints parce que tu as participé à ce projet aux Açores avec les enfants de l'océan. Tu as 12 ans. Oui. Qu'est-ce que tu as retenu de cette aventure? Beaucoup de choses. Vaste programme. Écoute, tu as 2 heures devant toi, vas-y, je t'en prie. J'ai déjà appris, j'ai déjà vu des animaux. Oui. Et j'ai compris qu'il fallait protéger un peu la planète, enfin beaucoup. Qu'il fallait limiter les doses de déchets pour éviter le meurtre de beaucoup d'animaux. Et est-ce que tu as des idées sur ce que tu pourrais faire, toi, à ton niveau, pour essayer de préserver l'océan et le littoral? Oui, je pourrais aller organiser quand on ramasse des déchets sur la plage. Et ben voilà, c'est très concret tout ça, c'est beau, Franck Daouen. Et je crois que tu as emmené un petit quelque chose, j'ai cru comprendre ça. Qu'est-ce que tu as emmené? On va tout de suite découvrir tout ça. Tu as gardé des contacts avec les autres enfants de l'aventure? Oh, magnifique, un mug. Les enfants de l'océan, regardez ça comme c'est beau. Merci beaucoup, Anne-Héloïse, c'est adorable. On le voit, hein, Franck Daouen, et ses enfants ont été extrêmement touchés, marqués. Et c'est pour ça que vous n'avez pas envie d'arrêter. Vous voulez vous lancer encore dans un nouveau projet cette année? Bah oui. En fait, quel sera-t-il? L'idée, c'était d'avoir un groupe une année et puis de passer à un autre groupe. Sauf que là, on a vu que ce groupe-là, il marchait. Ils sont tellement bien que vous les gardez. C'est ça marchait super bien. Ouais. Et du coup, on a agrandi le groupe pour que d'autres enfants puissent venir quand même, qu'on ne reste pas dans un petit monde fermé. Et donc là, on a élargi, on est à une vingtaine d'enfants. On a 21 gamins là actuellement.
On peut voir quelques images. On les amène, cette année, on va leur apprendre à plonger et ils vont mettre en œuvre des sentiers de randonnée subaquatiques sur la Berverac qui seront accessibles à tous par la suite. Donc on va vraiment travailler avec eux, on va travailler sur toutes les composantes de la Berverac, sur les îlots, sur l'estran, les travailleurs de l'estran, et puis toutes les façons d'apprendre toutes ces choses-là, de partager et puis de préserver. Quelle est la plus belle chose qu'un enfant vous ait dite dans les aventures je pense que c'est vraiment le texte d'Anaïs, quand elle a fait son texte là sur la pollution et qu'on était tous responsables de la mort des mammifères marins. Ouais. Tous responsables. Anne-Héloïse, tu penses ça aussi? Oui. Et que ta génération, à toi, aura plein de choses à faire finalement? Oui. Voilà. Donc on te suit quand sur la plage pour aller chercher les déchets? Tu nous diras. On ira sur la page Facebook des Enfants de l'Océan pour suivre, en fait, on peut suivre votre actualité. C'est ça, vous pouvez suivre l'actualité. Vos initiatives. Donc cette année, on est sur la Berverac. L'année prochaine, on travaillera sur les requins. Bon, attention, on n'a qu'à bien se tenir. Merci beaucoup Franck, merci Anne-Héloïse. Alors de la mer à la terre, il n'y a que quelques pas. Gilda Vaugrenard et Sébastien Cuff nous ont rejoints. Alors vous, c'est le bois que vous travaillez, hein, vous êtes luthier. Gilda, vous êtes installé à la Prensey dans les Côtes-d'Armor. Et Sébastien, vous nous venez de la région parisienne. Ce qui vous lie, c'est cette guitare qu'on aperçoit là-bas, qui est magnifique. Elle est fabriquée par vos soins et ceux de 18 autres ébénistes. Alors expliquez-nous, c'est pas banal du tout ça. Ça veut dire que sa fabrication, elle a été itinérante. C'est exactement ça. En fait, les pièces détachées de la guitare sont passées d'un atelier à l'autre en partant de Bordeaux, de chez notre confrère Jean-Raphaël, qui a fourni le plateau de noyer qui venait de la maison de ses grands-parents et qu'il a abattu lui-même. Et on a fait passer les pièces détachées. On a battu même un record de vitesse parce que quand je fabrique une guitare dans mon atelier, je mets à peu près 6 mois à 8 mois à la livrer à mon client et là, on l'a fabriquée en 3 mois. On s'était donné un objectif et sitôt arrivé dans un atelier, elle est repartie directement. Et le tout avec un maximum de pièces détachées fabriquées en France par nos confrères. On n'est pas que luthier dans le groupe. On a aussi un fabricant de micros, un fabricant d'électronique. On a même un fabricant de cordes. On a 2 fabricants de cordes de guitare en France pour les guitares électriques. Et donc on a des cordes sur mesure sur cette guitare. C'est un super projet, ça. Sébastien, vous avez qu'est-ce que vous avez réalisé, vous, sur la guitare? Moi, j'ai réalisé l'usinage du manche. Voilà, du manche. Alors, c'est un très beau projet. Hein. Gilda, vous êtes chargé de la coordination de celui-ci. Cette guitare, vous l'avez baptisée la Dissidente. Pourquoi? On travaille dans le groupe sous une espèce de forme d'éveil aux consciences, un petit peu comme pour les enfants de l'océan sur la mer. Nous, on veut défendre les arbres. On a des arbres en voie de disparition en France aussi, et pas uniquement dans les pays où on exploite les forêts tropicales. Le cormier est en voie de disparition, le frêne est malade, on a beaucoup d'essences qui commencent à être touchées. Et on souhaite replanter des arbres pour pouvoir préserver une partie, mais aussi pour faire prendre conscience. Et cette guitare a été faite avec quasiment que des bois français ou de récupération. Donc c'est un petit peu le discours. Et puis un discours militant. Voilà, tout ça, discours militant, discours un petit peu aussi pour montrer qu'on est ensemble, on est un groupe, et il ne faut pas qu'on attende d'un discours politique pour pouvoir se mettre en œuvre. On n'a pas de moyens parce qu'on est des toutes petites entreprises, mais ensemble on peut faire des choses. Et on n'est pas concurrents. On est tous complémentaires, on a tous une sensibilité. Et comme on est pour beaucoup autodidactes, on a tous aussi un parcours professionnel qui fait qu'on est complémentaires. Dans le groupe, on a un juriste, on a un infographiste. Et toutes ces petites compétences en plus font que le groupe est beaucoup plus fort. Est-ce que l'idée, c'est de casser également l'image un petit peu élitiste, entre triple guillemets, que peuvent avoir les luthiers? Justement, vous disiez, un peu tout seuls dans leurs ateliers, Alors, il y a l'image élitiste qui colle à ce métier et qui est héréditaire depuis plusieurs générations. Et effectivement, le métier en souffre. Beaucoup de gens, beaucoup de guitaristes qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui commencent la guitare, ont peur d'aller voir un luthier, de peur de se faire prendre de haut avec leur petit instrument. Là où c'est vraiment regrettable, parce qu'en fait, à partir du moment où une guitare, même bas de gamme, est réglée, il va prendre beaucoup plus de plaisir à la jouer et il va aussi faire des progrès beaucoup plus rapidement. Alors que nous, on est là pour les aider, pour leur trouver des solutions techniques à des fois des problèmes qui sont tout bêtes et qui ne coûtent pas cher.
Oui. Alors cette guitare, hein, vous n'allez pas la garder jalousement pour vous, vous allez la vendre, mais au plus offrant. Justement, vous parliez de cette démarche environnementale. Pas du tout au plus offrant. On la vend en loterie. En loterie, c'est ça. Avec des tickets, et c'est pas une vente aux enchères. Oui, non, c'est ça. C'est vraiment une dissidence aussi dans son mode de fonctionnement. Ouais. C'est que c'est pas le plus riche qui va enchérir le plus cher, qui va le remporter. Ouais. C'est vraiment un tirage au sort. Et tout le monde peut participer à la même hauteur. Ouais. Alors, les billets seront en vente sur la plateforme de financement participatif Kengo. C'est ça. Et à quoi servira l'argent récolté? Dites-nous tout. Alors, on se concentre vraiment sur quelque chose de concret. On veut planter des arbres, on veut aider les enfants à prendre conscience et à les éduquer au développement durable. Aujourd'hui, on n'a pas fixé d'association ou d'œuvre à laquelle on va reverser l'argent parce qu'on ne sait pas combien on va récolter exactement. Et donc, on va adapter les dépenses par rapport à ce qu'on aura réussi à obtenir. Et donc, en fait, on attend les idées. Voilà, l'appel est lancé. Alors, la dissidente, elle a déjà de prestigieux parrains. Elle a notamment été gratouillée par M, quand même. Oui, il y a eu pas mal de musiciens quand même. Bon, elle a fait le tour de la France. Ouais. Voilà, elle a été terminée au Hellfest aussi, donc il y a eu pas mal de musiciens. Là, récemment, on est en train de réaliser aussi un teaser pour justement faire un maximum de publicité avec un guitariste qui s'appelle Judge Fred. Donc oui, après, ce qui est intéressant là-dedans, c'est le message positif aussi que ça véhicule. On est tous luthiers, là, on s'unit tous ensemble pour faire avancer les choses. Voilà, et puis ça parle aussi de nos métiers, ça parle du bois. Donc je pense que ça peut faire bouger les choses sur plein d'autres plans. Je pense que pas mal de gens qui ont découvert la guitare, justement, peuvent avoir des idées aussi de faire changer les choses. Voilà, ça parle aussi de l'artisanat, bien entendu, parce que pour la plupart, on travaille tous dans des petits ateliers, donc c'est aussi le travail manuel, etc. Donc il y a quelque chose quand même d'assez humain, d'assez puissant là-dedans. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux pour ce joli message et ce beau projet. Alors pour participer à la tombola, il suffit d'aller sur le site kengo.bzh. La dissidente, ça vous parle forcément, Franck Daouben, ce projet? Oui, c'est un joli projet. Encore une équipe qui s'est créée autour d'un projet et puis essayer de sensibiliser à la préservation. Voilà, de l'environnement et de notre chère nature. Merci à tous. On va retrouver justement une autre nature, c'est notre Billy. Et cette fois-ci, il met les mains dans le cambouis. Alors Billy, on en est où? Vous êtes au cœur du moteur là, je pense, non? Alors Laurence, voilà, nous revoilà maintenant dans cette matinée où je dois avoir le défi de repasser mon permis. Donc le code de la route, je ne l'ai pas eu du tout, plus de 15 fautes. La conduite, t'as été sympa, tu me l'as filé à peu près. Ouais. C'était pas trop mal quand même. Franchement, j'étais à part quelques petites vitesses, mais bon. Et donc maintenant, on a une partie qui est la partie technique. Ouais, en fait, voilà, du coup, quand tu as fait ta manœuvre, l'inspecteur va te poser 3 questions. D'accord. D'accord. Donc là, par exemple, on a pris la petite question, donc toi, 72. Par exemple, ça serait montrer où s'effectue le remplissage du produit lave-glace. Le produit lave-glace. Ouais. Donc ça, a priori, c'est là, dans le moteur. Donc il faut que j'aille ouvrir le ça truc. Serait mieux. Alors là, c'est devant. Donc, ça, je sais faire. Oh, du premier coup. Ouais, non, ça, je sais faire. Impeccable. Ça, c'est bon. Ça, c'est le genre de choses que je peux faire. Et donc, du coup, il faut ouvrir le petit bordel qui est là. Alors, ça doit être ici. Très bien. Voilà. Ça tient tout seul ou il y a un machin? Alors, il doit y avoir un machin pour le mettre dessus. Alors, là, est-ce qu'il tient? Non, il ne tient pas tout seul. Mais, il est là. Voilà. Voilà, je l'ai. Alors, le petit bazar qui se met là-dedans, je pense. Ok. Donc là, on n'est pas trop mal. Et le liquide quoi? Produit lave-glace. Le produit lave-glace. Donc là, c'est facile, c'est un des petits machins là. Là, il y a un dessin de produit lave-glace. Ok. Donc ça, Celle-là, elle est presque trop facile. Bon, à la rigueur, on va corser un petit peu. Okay. Plutôt le liquide de refroidissement, qui est quand même un organe très important. Le liquide de refroidissement. Donc ça, c'est... Alors attention, tac, tac. Donc ça doit pas être ça, je pense pas. Non, c'est quoi celui-là? Moi, je dirais c'est la petite boule là, parce que je crois que c'est ce truc-là. Ouais, d'accord. C'était quoi celui-là? Ça, c'est le liquide je sais pas. Je sais pas du tout. Lave-glace, on a dit là. Ouais. Refroidissement. De l'huile, non? Non. Elle est où l'huile? L'huile, c'est là. Ah, d'accord, ok. Ici. Ouais. Non, mais c'est quoi le alors, petit bazar là? Alors il n'y en a pas 36 000. C'est écrit dessus en plus, comme le port salut. Maximum, danger. Non. Liquide de frein. Ah, ouf. Liquide de frein. Oui, très important. Ouais. Bon. Là, j'avais oublié que ça, on pouvait remplir ce truc-là. Et donc, liquide de refroidissement, il est... Liquide de refroidissement, là, c'est la bouboule. Ouais, d'accord. Ok, donc après, il te pose une deuxième question. Par exemple, quel est le danger
si l'on complète le niveau de liquide lorsque le moteur est chaud, par exemple. Alors ça, Ouais. le danger, Ouais. quand il est chaud, c'est que ça explose, je crois. Alors peut-être pas exploser quand même. Non, mais hein. ça peut cramer, quoi. Ouais. Alors pas cramer non plus. Qu'est-ce qui va se passer en fait? Eh ben, ça fait c'est de l'ébullition, ça fait de Ouais, la vapeur. ouais. Et donc, et ton moteur, qu'est-ce qui, enfin, pour toi, qu'est-ce qui va se passer si tu l'ouvres? C'est sous pression. Voilà, sous pression. Et donc, tu peux éventuellement Ah, il va brûler. me hein. Voilà, brûler. il y a un petit Ah risque. oui, pour moi. Voilà, risque de brûlure. Pour moi, c'est me brûler Voilà, si je mets ok. le produit. Et pour la voiture, si on n'en a pas assez, liquide de refroidissement. Eh ben, on va serrer le moteur. Ouais. Alors peut-être pas serré, mais On va l'abîmer. ouais, parce que serré, ça sera plus par rapport à l'huile. À l'huile. Et le moteur. Eh ben, il va pas Il y a une pouvoir se surchauffe. refroidir. Voilà, surchauffe Ah. anormale, effectivement, du moteur. OK. Et puis après, il y a toujours une question maintenant, premier secours. Est-ce que tu peux me dire comment arrêter, par exemple, une hémorragie? Arrêter une hémorragie. Ouais, arrêter une hémorragie. Comment est-ce que tu ferais? Arrêter une hémorragie. On a Eh question ben, premier secours. avec une hémorragie. Ça dépend où c'est. Non, mais là, allez, simple. Alors, une hémorragie, bah, je fais un garrot. Non? C'est pas possible ça? Bah, une hémorragie, je sais pas. Une pression dessus. Ah, Ça, voilà, je me un souviens, point de compression. j'ai vu ça à la télé. Un point de compression Un avec, point de compression. avec un chiffon propre, hein, éventuellement, et on fait effectivement la compression. Ok, s'il y a une hémorragie. Ouais. Bon, t'es pas très au fait non plus là Laurence, de. je suis pas bon là non plus. Hein. Ouais, va peut-être falloir. Donc, je pense, Laurence, qu'il va falloir que je reprenne quelques cours quand même d'auto-école pour pouvoir repasser ce permis que j'ai eu il y a 19 ans. Ouais. Et effectivement, je pense, en voyant cette matinée là, je me dis que c'est très important aujourd'hui de faire une petite piqûre de rappel. On peut le faire en auto-école, ça? Ouais, bien sûr, ouais. Eh ben donc voilà, donc petit conseil à tout le monde. Quand on a le permis depuis des années, eh ben une petite piqûre de rappel, ça fait de mal à personne. Donc à bientôt, Laurence, pour un autre défi. Au revoir, bonne journée. Merci Billy. Effectivement, on a vu que la petite piqûre de rappel, elle était plutôt nécessaire. Sébastien avait même un commentaire. Tu devrais faire du vélo, Billy, je pense. Billy, il faut changer de mode de locomotion. Franck, vous seriez bon dans le moteur, vous, là? Je sais pas, mais j'aurais bien aimé avoir une inspectrice aussi paisible. C'est vrai qu'elle garde un calme. Ouais, Moi, je dis chapeau. Hein. Ouais, bravo. Ah là là. Bon, allez, Billy, on vous retrouvera pour un prochain défi la semaine prochaine. Moi, je vous remercie tous d'avoir été ici sur ce plateau, à nos côtés, pour nous délivrer un message d'espoir comme vous le faites. Est-ce que vous avez, Franck, pour conclure, un message à passer aux Bretons qui nous écoutent? Eh bien, ouais, faites attention à tout ce qui vous entoure, tout simplement. Et avoir des gestes simples, ne rien laisser derrière soi et ne rien collecter n'importe comment. Faire attention aux dunes, faire attention aux plages. Voilà. Parfait. La dissidente a-t-elle quelque chose à rajouter, très rapidement? La dissidente, pour compléter le message des enfants de l'océan, c'est une guitare qui a été réalisée avec un minimum de plastique et on travaille à diminuer nous aussi les pièces détachées qui ont des origines douteuses ou des fabrications polluantes ou dont le recyclage est impossible. Donc on utilise principalement du bois et du métal avec des finitions naturelles, des cols naturels. Donc Anne-Héloïse, pas de déchets récupérés sur les plages. Déjà, ça fait ça de moins, c'est déjà pas mal. Merci à tous d'avoir été à nos côtés. Nous nous retrouverons demain, mercredi, 9h50 pour les meilleurs moments de l'émission. Et puis en direct jeudi matin avec le chanteur Kali qui viendra nous présenter son premier roman qui s'intitule « Seuls les enfants savent aimer ». Et bien voilà, comme quoi les enfants, c'est notre avenir et c'est très clair. Voilà, très belle journée à tous. Un grand merci, à mercredi et à jeudi en direct. Bonne journée.